que vous ne connaissez pas. Donc je me présente, je m'appelle Franck Simon, je suis chef de projet Inclusion Solidarité et aussi chargé de mission citoyenneté au comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle. Et je serai du coup l'animateur de cette soirée, cette conférence, le temps qu'on va passer à peu près une heure et demie ensemble. Et je vais laisser tout de suite la parole du coup au directeur adjoint, du coup Raphaël Betz, pour introduire du coup la conférence. Oula, carrément. Ouais. Alors merci Franck. Donc effectivement, je suis Raphaël Betz, je suis directeur adjoint, directeur des études de la faculté des sciences du sport. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard et peut-être l'absence de notre doyen qui a été retenu par une réunion à la présidence. Donc merci à toutes et à tous d'être présents. Merci beaucoup, Madame Maurice, de nous faire l'honneur d'être ici pour cette conférence et pour pouvoir échanger sur ce sujet des violences sexistes et sexuelles dans le sport universitaire, mais au sport en général. Je dirais nul autre endroit que cette faculté des sciences du sport ne pouvait accueillir cette réunion, puisque nous sommes une unité de formation de recherche en sciences techniques des activités physiques et sportives, UFR STAPS, unité de formation, donc qui dit formation dit préparation, éveil, ouverture, éducation, instruction et prévention. Sur ce sujet, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Recherche. Je ne suis pas au fait du sujet, mais je pense que la recherche concernant les violences sexuelles et sexistes dans le sport et dans la vie en général peut être un objet de recherche largement à développer. Et puis en sciences techniques, activités physiques et sportives, le domaine du sport et le champ disciplinaire des STAPS au sens large ne s'est pas complètement emparé de ce sujet également. Et je pense que c'est important de pouvoir échanger aujourd'hui pour débuter cette réflexion et la poursuivre par la suite, à la fois dans nos contenus de formation, mais aussi, pourquoi pas, dans la réflexion sur le sport en général, le sport universitaire, sport fédéral, sport dans toutes ces acceptations. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup à tous d'être présents et je suppose que c'est Monsieur le Président qui prend la parole après moi. C'est la 2 secondes moustache qui prend la... Il y avait un dress code. Hein. Oui, écoutez, merci à tous d'être présents. Je sais qu'il y a encore sur la route les services de l'État de la Moselle qui doivent arriver. En tout cas, je voudrais remercier la ville de Nancy qui est présente, doublement présente. Vous, dirigeants, formateurs, enseignants, merci à Madame Gartner d'être présente et de représenter Madame le préfet de Meurthe-et-Moselle. Dans la continuité de ce que le SDOS avait lancé il y a maintenant 5 ans, avec le premier recrutement de Hans Nalbany, qui était notre doctorant en droit et sciences criminelles sur les violences faites dans le sport, avec effectivement des champs extrêmement larges, puisqu'on allait des violences, enfin du supporterisme aux violences faites aux athlètes, aux violences faites aux femmes, aux violences faites aux arbitres, et ainsi de suite. On avait lancé de gros travaux sur cette question, avec la possibilité d'ouvrir un espace réparation au sein du département, des contacts réguliers avec Monsieur le procureur de la République, des choses où effectivement on a beaucoup travaillé sur les questions et on a continué à travers une application mobile qui s'appelait Sport Éthique, qui a été le début des premières applications mobiles de signalement, qui aujourd'hui est remplacée par Signal Sport. Et c'est la continuité du travail. En fin de compte, on a été développeur d'un certain nombre d'actions dont l'État était demandeur, mais l'État effectivement a repris un peu la main sur la question et c'est fort heureux. Et grâce effectivement aussi au travail de Hans et du SDOS à l'époque, sur lequel on a continué ce travail. Là, l'intérêt, c'était de se dire, j'ai rencontré Élise le soir d'un match et ainsi de suite, en discutant entre une coupe de champagne. J'ai été déjà fortement impressionné par son niveau de français, parce que si moi je parlais aussi bien américain qu'elle parle français, je pense que j'aurais vendu beaucoup plus de Boeing aux Américains qu'aujourd'hui, mais en tout cas, et par son parcours universitaire, avec effectivement tout le travail qu'elle a mis en place sur les campus aux États-Unis,
à travers la discussion qu'on avait eue avec Jean-Marie aussi, c'était de se dire, si on se penchait sur ce qui se passe dans la plus grande nation sportive au monde, et comment eux appréhendent effectivement les choses, et par rapport à nous, est-ce que ça peut nous inspirer, est-ce que ça peut nous pousser à aller plus loin? En tout cas, c'est tout le travail qu'Élise va nous montrer ce soir, son travail, ce qu'elle développe au sein des différentes universités qu'elle fréquente. Et en tout cas, j'espère que ça va nous inspirer tous pour aller encore plus loin dans le domaine des violences faites aux femmes et les violences sexistes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne conférence. Et puis n'hésitez pas, vous avez des boîtiers, on va vous poser des questions, vous allez pouvoir interagir. En tout cas, le but, c'est de travailler et de s'inspirer encore plus les uns les autres. Voilà, bonne soirée à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, Raphaël m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, parce que je voulais dire qu'effectivement, on était à la faculté des sciences du sport, ici à l'Université de Lorraine, et que c'était le lieu privilégié pour faire dialoguer les savoirs entre la France et du coup la plus grande nation sportive, que sont les États-Unis. Alors, il est plus à prouver que les discriminations entraînent la haine, entraînent aussi les violences dont on parle, les violences sexistes, les violences sexuelles. Mais j'aimerais qu'ensemble, on revoie quelques notions, des notions sur des définitions, surtout quand on est un peu scientifique, on a eu un parcours scientifique comme moi à la faculté. Donc, lutter contre les violences, oui, mais comment? Ça, c'est la grande question qu'on se pose et qu'on cherche à répondre. Donc, première notion, l'article 1 de la Constitution. Donc, je vous laisse le lire, hein. Normalement, tout le monde le connaît. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. À cet article s'ajoutent encore d'autres lois, notamment cette loi sur la discrimination, donc la loi 2008-496 avec l'article 1, qui reprend en fait parce que c'est une discrimination qui est définie dans la loi. Ça, normalement, on devrait tous la connaître. Bon, je ne vais pas reprendre la phrase « on est censé ignorer la loi » parce que c'est impossible avec tous les livres qu'on a. Sur le suivant, ce n'est que la suite de cet article qui reprend également les différents motifs, la discrimination du coup direct, indirect. Et ce qui m'a intéressé le plus, c'était l'article suivant. Donc c'est la suite également, donc c'est l'article 2. L'article 2 qui, lui, donc le troisième point, qui dit que toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, c'est là où le mot est important, et d'accès aux biens et aux services ou de fourniture de biens et de services. Donc c'est cet article-là qui, moi, m'a fait réagir. Il m'a dit c'est celui qui nous concerne le plus actuellement dans le sport, celui que j'aimerais qu'on garde un petit peu. L'autre définition, c'est celle des violences sexistes et sexuelles. Donc les violences à caractère sexuel recouvrent toutes les situations dans lesquelles une personne cherche à imposer à autrui un comportement à connotation sexuelle. Ces violences peuvent prendre diverses formes, telles que des propos sexuels ou sexistes, des invitations trop insistantes, du chantage, des menaces, des messages ou images pornographiques, dont résulte une violence qui peut être à la fois verbale, physique et psychologique, dégradant l'image qu'a la victime d'elle-même. Alors, je pense qu'on a toutes ces notions, elles sont toutes familières, et vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai décidé quand même de les rappeler ce soir. En fait, c'est suite au communiqué de presse d'Amélie Oudéa-Castéra du 21 mars qui m'a un peu fait réagir. On a tous vraiment ces notions, on est tous censés les connaître, mais les chiffres sont assez probants et font assez peur. Et je vous propose, si vous n'avez pas encore découvert, de les découvrir ensemble à travers un petit quiz interactif. Donc c'est les chiffres basés de Signalstorm. Donc je vous laisse prendre la télécommande. Normalement, vous pouvez l'allumer en appuyant sur OK. Donc pour l'instant, vous avez juste le numéro de la télécommande qui s'affiche. Et je vais vous poser des questions et je vais lancer. Vous pourrez répondre au fur et à mesure.
voilà, normalement là c'est activé. Je vous laisse répondre à la première question. Donc d'après vous, combien de signalements ont été transmis sur la plateforme Signasport en 2023? Vous appuyez sur la touche A, B ou C, sur la réponse que vous pensez, et ensuite vous cliquez sur OK. Ça affiche un numéro, hein, c'est ça? Non, il y a les lettres. Non, vous avez la lettre ou 1, 2, 3, ça dépend. Si ça marche pas, vous pouvez appuyer sur le petit C. Alors attendez, je le relance. Voilà, vous pouvez de nouveau appuyer. Il faut appuyer sur le petit bouton en bas à droite pour que ça passe en mode lettre. Oui. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ah, donc on a plus de réponses C. On a quelques réponses B. On a 2 en A. La bonne réponse, c'est la réponse B. C'est 710. Donc 963, c'est beaucoup. Heureusement que c'est que 710, on va dire. On va passer à la suivante. Donc, selon vous, alors, je le réactive, voilà. Donc, 293 de ces personnes étaient des éducateurs sportifs. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Je vous laisse répondre. Alors la réponse, donc il y a beaucoup de monde qui a mis vrai, il y a eu 3 faux. La réponse c'est vrai. C'est 293 éducateurs qui ont été mis en cause du coup sur l'année 2023. Ouais. Ah non, c'est sur les 710 signalements, c'est 223 éducateurs sportifs qui ont été mis en cause. 293. 293, c'est présent. Exactement. Donc voilà, donc combien de signalements ont été recueillis depuis la création de la plateforme, c'est-à-dire 2020, d'après vous? Est-ce qu'on est à 1200, 1700 ou 2100? Je vous laisse un petit temps pour répondre. On a beaucoup de réponses B, on a 10, on a une réponse A. Il faut savoir, ceux qui ont donné la réponse C, c'est 2100 signalements qui ont été faits depuis la création de la plateforme. Donc ça fait 4 ans, ce qui est déjà pas mal. Hein. Question suivante, je ne sais pas si vous pouvez taper normalement, il faut déjà répondre. Donc depuis l'ouverture de la plateforme, 1284 personnes ont été mises en cause. Est-ce vrai, est-ce faux? Voilà, 12 personnes qui ont répondu à la réponse A, 6 personnes qui ont répondu à la réponse B. La réponse c'est vrai. Donc c'est bien 1284 personnes qui ont été mises en cause depuis le début du lancement de la plateforme. Question suivante. D'après vous, combien d'éducateurs sportifs ont été mis en cause depuis l'ouverture de la plateforme? Donc là, on n'est pas sur le nombre de mises en cause, mais les éducateurs sportifs. Est-ce que vous pensez qu'on est à 855, 478 ou 639? Vas-y. Est-ce que vous avez répondu? Donc on a 6 personnes sur la réponse A, 8 personnes sur la réponse C, 3 personnes sur la réponse B. Il faut savoir que c'est 855 éducateurs sportifs qui ont été mis en cause depuis la création de la plateforme, donc sur les 2100 signalements. Avant-dernière question, d'après vous, combien de fédérations sont touchées par les violences selon les chiffres de 2022? 17,
fédération, 42 ou 65? Sur les 128. Je pense que tout le monde a dû répondre. Alors, on a beaucoup de réponses sur la réponse B, sur 42, quelques-unes sur la réponse A et 8 réponses à jouer avec la réponse C. Il faut savoir que c'est 65 fédérations qui sont mises en cause en 2022, sûrement plus en 2023, on n'a pas encore la donnée, mais forte chance qu'il y ait plus de fédérations à l'heure actuelle. Et pour terminer, d'après vous, quelle est la part des victimes mineures de moins de 15 ans sur les personnes, sur les victimes, sur les différents cas? Est-ce que la part, elle est de 23%? Est-ce qu'elle est de 50% ou est-ce qu'elle est de 95%? Alors celui-là, même si vous avez lu les rapports, normalement, vous ne pouvez pas la voir tout de suite, parce que j'ai dû faire un calcul mathématique. Oui, ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé. Et c'est vrai, ils n'ont pas osé la calculer pour la montrer. Alors on a 12 personnes sur la réponse 50%, 3 sur la 95 et une personne sur 23%. Alors les 12 personnes ont juste, c'est 50% des victimes sont des mineurs de moins de 15 ans, ce qui reste quand même assez important. Alors, ces chiffres sont impressionnants et je pense que c'est que la face cachée de l'iceberg. Mais il faut tout de même entrevoir une lueur d'espoir quand on voit un peu ce qui est fait du coup au niveau de l'État, au niveau des universités, au niveau aussi des fédérations. Donc pour rappel, l'État a inscrit dans la loi en 2022 l'obligation de formation en matière de violences sexistes et sexuelles dans le cadre de tous les diplômes d'encadrement des activités sportives. Donc ça c'est déjà une avancée. Maintenant il faut la mettre en place, c'est je pense le plus compliqué. L'engagement de l'Université de Lorraine, on va parler local, parce que je sais que pour avoir été un ancien élu étudiant, je sais les combats que mène l'Université de Lorraine. Donc la mission Égalité, Diversité, Inclusion de l'Université de Lorraine mène des actions de sensibilisation auprès des étudiants et des étudiantes, mais aussi des actions de formation, et elle essaye aussi d'essaimer différentes cellules Égalité, Diversité et Inclusion, dont Marie Cher nous parlera après sur la création qui est en cours sur cette l'UFR Stats Nancy. Et bien sûr aussi l'engagement FFSU, je suis allé me renseigner, le projet sportif fédéral Horizon 2030, il y a une brique sur la prévention, sur les discriminations, où là le sujet va aussi être pris en charge et avec des formations qui seront menées dans les différentes ligues d'ici là. Donc c'est une grosse machine à mettre en place, c'est des outils qu'il faut créer ou des fois des outils qu'il faut aller chercher des compétences autre part. Et c'est aussi le but de cette conférence, de voir ce qui se fait ailleurs pour du coup s'enrichir et se nourrir et pour pouvoir nous-mêmes développer après des actions sur le terrain. Donc comme je vous ai dit, c'est important d'aller voir plus loin et on a la chance du coup d'avoir Élise Maurice qui est avec nous, donc, qui est une joueuse de football professionnel au FC Metz, mais pas que, elle ne fait pas que ça. Elle est du coup dirigeante, si je vais le mot anglais c'est CEO, donc je vous le traduis un peu en mode dirigeant, c'est effectivement un président d'association, donc de Champ, qui est du coup une association qui est à but non lucratif et qui promeut en fait des actions en lien avec la prévention sur la discrimination, sur les luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Et je vais la laisser parler et présenter en fait son projet, ses actions qu'elle mène aux États-Unis et voir comment nous on peut s'inspirer. Du coup, Élise, je te laisse la parole pour te présenter, nous dire qui tu es et du coup ce que tu vas déjà mener comme action. Super, déjà merci à tout le monde pour m'inviter ce soir. C'est déjà un honneur, c'est ma première fois ici, d'expliquer un petit peu mon projet en français, ici dans la France aussi. Alors je suis ravie de le faire avec vous. Oui, c'est déjà ça, ces sujets ils sont hyper importants. C'est quelque chose qui me tiennent à cœur et qui sont d'une importance assez
qui sont d'une importance capitale dans le milieu universitaire et sportif, bien évidemment. Je m'excuse d'avance pour des petites fautes françaises qui sont sûres de venir. Je me débrouille le mieux possible dans mon franglais depuis les 9 mois que je suis ici. Alors, merci en avance de votre patience et compréhension. Si vous avez des questions ou vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de me le dire et je réexpliquerai. Alors oui, de base, je suis née aux États-Unis. Ma famille habite encore à Seattle, qui est le nord-ouest des États-Unis. On est à côté de la frontière canadienne. Et c'est là, à Seattle, où j'ai commencé le foot de l'âge, quand j'avais 5 ans, c'est quand j'ai commencé et tout. Et après, j'ai continué dans le système un petit peu qu'on a sportif aux États-Unis avec l'école. Et c'est là, au collège, que j'ai commencé un petit peu à développer ma passion contre les violences sexistes et sexuelles à travers cette identité sportive. Et je vais parler un petit peu plus de ça plus tard. Mais là maintenant, je suis fière de jouer pour FC Metz, pour l'équipe première professionnelle, et de contribuer ici à l'excellence du football féminin en France. Vous avez un système très différent que je continue à apprendre. Et alors, je suis contente de rentrer un petit peu dedans et de partager les différences et ce que moi, j'ai vécu aux États-Unis à travers ce système. Alors, avant de jouer pour Metz, j'ai commencé ma carrière à travers mon système américain dans la conférence NCAA. Alors, c'est le NCAA ou le National Collegiate Athletic Association. Et cette association, c'est une organisation qui gère tous les programmes sportifs universitaires aux États-Unis. Alors, tous les sportifs de haut niveau doivent passer dans ce système pour continuer leur carrière sportive. Alors, on n'a pas le même système ici où tu peux rentrer dans une académie et faire ton sport à côté de l'école. Normalement, il y a la grande majorité de sportifs fait leur sport en lien avec leur école ou université. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et mon expérience et l'expérience de beaucoup d'athlètes dans cette conférence est beaucoup impactée par une loi fédérale qui s'appelle Title IX. Alors, voilà, ça c'est moi, à l'école. Et je joue pour mon université Middlebury. J'ai joué à l'État de Vermont. Et du coup, le NCAA est impacté par cette loi nationale qui est adoptée en 1972. Et c'est cette loi qui garantit l'égalité notamment des sexes dans l'éducation et le sport au niveau social et financier. Cette loi a permis le développement et participation des femmes dans ces domaines et de lutter contre la discrimination basée sur le sexe. Alors, chaque université a un bureau responsable pour assurer la conformité avec toutes les lois fédérales, mais certainement, notamment cette loi-là, le titre 9. Par exemple, le titre 9 oblige que chaque université a les mêmes nombres d'équipes féminines que masculines. Aussi, le bureau devrait mettre en place des politiques et des programmes qui focalisent sur la prévention et la réponse aux violences sexuelles et sexistes. Alors, c'est à eux de mettre en place des formations qui sont obligatoires pour les étudiantes athlètes et des campagnes de sensibilisation chaque année. Alors, moi, comme étudiante athlète, c'est le nom qu'on a, student athlete, c'est des étudiantes qui aussi font du sport pour leur école. Moi, j'ai passé 4 ans et demi à l'université et chaque année, j'ai reçu une sensibilisation contre les violences sexuelles et sexistes qui, sans le faire, je ne peux pas faire ma compétition, je
je suis pas éligible dans cette conférence. Alors ça a commencé, cette obligation, c'est fédéral, c'est national, qui rentre un petit peu dans les écoles et chaque école a un bureau qui s'occupe de cette obligation. Comme ça, les écoles peuvent continuer d'avoir accès à de l'aide financière de l'État, du gouvernement. Alors, c'est un petit peu une obligation, mais parce que c'est depuis 2015, je crois qu'il y a cette obligation. C'est assez récent et il y a beaucoup d'universités qui n'arrivent pas à mettre en place des programmes qui vraiment rentrent dans la culture et met en place des discussions plus profondes. Alors pour moi, j'ai vécu 4 ans de formation assez superficielle et pour moi inefficace. C'est souvent des questionnaires individuels sans engagement qui n'amènent pas vraiment, comme j'ai dit, un changement culturel. Et cette expérience comme sportif à l'université, comme femme, j'ai vécu la culture aux États-Unis, des normes sociales, comme je suis sûre qu'on connaît ici en France, assez patriarcales. Je sais pas, j'étais étudiante femme dans l'université américaine, quoi. Et cette expérience-là, et aussi je travaillais pour le bureau de mon école de titre 9, et c'était mon travail de faire certaines qu'on assurait la conformité avec les lois. Alors chaque année, je mettais en place des programmes et je voyais pas de changement. Et c'est là où j'ai eu mon inspiration et motivation pour créer quelque chose de différent. Alors, je suis fière d'avoir fondé CHAMP. C'est une association qui travaille avec les universités pour répondre à ces obligations fédérales, mais aussi de vraiment répondre à le grand besoin culturel qu'on a aux États-Unis à ce niveau, et je suis sûre qu'on connaît ici en France aussi. Alors, nous proposons des formations qui rentrent dans les discussions avec chaque équipe de l'université. Alors, c'est moi comme étudiante athlète, pas maintenant, mais assez récemment. On discute, on a 3 questions, je peux rentrer un petit peu dans les détails après, mais c'est des formations de 1 heure avec chaque équipe et c'est là où c'est possible des conversations un petit peu plus profondes qu'un questionnaire général sur c'est quoi la violence sexuelle, comment est-ce qu'on peut l'arrêter, pourquoi est-ce que il y a des différences de pouvoir et tout ça, et comme ça on peut avoir une discussion personne à personne pour vraiment rentrer un petit peu dans la culture déjà sportive et américaine et peut-être aussi française. Alors nous on propose cette formation pour vraiment questionner les normes sociales nuisibles et pour établir des cultures durables de consentement et de respect sur les campus universitaires. Et comme théorie, on est dans la base en tant d'athlète, nous avons une responsabilité sociale et un pouvoir d'influence que nous utilisons pour promouvoir une culture de consentement et de la communication ouverte. On croit vraiment que les athlètes, on a cette responsabilité parce que notre parole tient beaucoup de pouvoir et nous sommes des leaders dans notre communauté et on impacte cette culture quotidien. Tous les jours, on a un impact dans nos actions, dans notre parole, les gens nous écoutent. Et alors c'est pour ça que c'est important de parler et de mettre en valeur des choses intentionnelles et pour faire un impact positif avec nos mots et nos actions. Et parce que sinon, on impacte sans vraiment savoir l'impact plus grand que nous. Alors, c'est là où
cette responsabilité, ça vient à nous, et si on peut commencer même plus tôt que l'université, mais déjà notre programme, c'est vraiment pour des étudiantes à l'université, pour mettre en charge cette responsabilité, pour parler entre équipes, qui est déjà un espace vulnérable, on sait comment travailler ensemble, on se sent bien dedans, c'est un espace qui est créé comme famille. Si on peut commencer ces discussions-là et décider ensemble de faire un impact intentionnel dans notre communauté, c'est déjà là où on peut vraiment jouer sur changer la société et le monde. Alors c'est un petit peu notre théorie, et je vous invite à visiter, on a un site web aussi qu'on peut partager pour apprendre un petit peu notre travail et nos programmes. Et déjà je vous remercie pour l'attention et je reste à votre disposition pour des questions. Alors ouais, merci. Je sais pas si ça fait du sens, et voilà. Merci. Merci pour ton intervention et le partage. On viendra à une période de questions un peu après, le temps que vous digériez un petit peu. Avant ça, je vais demander à Marie Schiller de venir du coup faire une petite présentation du travail qui est en cours à la faculté sur la création de la cellule égalité, diversité et inclusion. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, Marie, je laisse venir. Super. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, vous m'entendez bien, ça va? Oui. L'idée, c'est que je vous présente rapidement la mission EDI de l'Université de Lorraine et donc le projet de création d'une cellule EDI chez nous dans la composante Faculté des sciences du sport. Julie, tu n'hésites pas à me couper et à intervenir si tu veux compléter. Alors, ça commence bien. Voilà, donc tu l'as dit, hein, EDI, ça renvoie à égalité, diversité et inclusion. Il y a pas mal de ressources qui sont en ligne finalement sur le site de l'Université de Lorraine. J'ai mis des liens à la fin du PowerPoint et je pourrais m'y arrêter. L'enjeu vraiment, c'est de bâtir une université engagée, porteuse, vectrice de valeurs et soucieuse finalement du vivre ensemble, ici maintenant à l'université, donc pour tous les personnels et étudiantes et étudiants, et puis ailleurs et plus tard, c'est-à-dire aussi former des futurs citoyens et citoyennes qui soient sensibilisés à ces questions de discrimination et de violence. Cette mission, alors la mission égalité, diversité et inclusion, elle se situe donc au niveau de l'Université de Lorraine. Ensuite, on a tout un ensemble de cellules qui se développent plus localement et pour être au plus proche finalement des publics. Donc voilà, je vais pas lire en détail parce que tu en as déjà un petit peu parlé. Moi, je voudrais juste insister finalement sur l'organisation de cette mission, sur les personnes clés, ressources qui sont présentes dans cette mission, avant d'aller ensuite voir ce qui se passe au niveau de la cellule EDI. Donc Pascal Tisserand, c'est le vice-président, il est vice-président VP et responsable donc de cette cellule EDI, responsable du pilotage de la de la mission EDI, excusez-moi. Et on a un ensemble de personnels aussi qui sont présents et qui vont l'aider. Et je voulais insister sur le fait qu'il y a plusieurs psychologues qui sont finalement présents dans cette mission et qui vont aussi servir finalement énormément de points relais d'accueil et d'écoute pour les personnels, les étudiantes et les étudiants qui en auraient le besoin. Donc pour nous, c'est très important aussi de les connaître, de les identifier. On a eu la chance de les avoir à l'université, à la faculté des sciences du sport il n'y a pas très longtemps parce qu'on a mis en place une action de théâtre forum à destination des étudiantes et des étudiants. Et à la fin, l'idée, c'était aussi de présenter cette création de cellule EDI. Et c'était bien que nos jeunes voient finalement ces personnes et puissent déjà un petit peu échanger avec. Donc cette mission EDI, elle a plusieurs fonctions, elle travaille dans différents domaines, elle travaille sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons, la question des VSS, les violences sexistes et sexuelles, la question de l'identité de genre, du handicap, de tout ce qui est discrimination ethno-raciale et autres types de discrimination, type par exemple grossophobie. Si j'ai insisté sur le nom de Pascal Tisserand, c'est parce que Pascal Tisserand, il est très impliqué, très investi dans la CPED. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la CPED, mais comme c'est un endroit où on peut aussi trouver pas mal de ressources et de formations en matière d'égalité, diversité et inclusion, je m'y arrête un petit peu. Donc, en fait, avant de descendre au niveau de la cellule, je vous propose de monter au-dessus des missions EDI, parce que les différentes missions EDI se regroupent au sein de la conférence permanente des chargés de mission égalité et diversité, qui est
actuellement dirigée, présidée par Philippe Lyotard de l'Université de Lyon. Et j'ai peur de dire une erreur, mais je crois que Pascal Tisserand, il est au niveau de la vice-président ou quelque chose comme ça. Donc voilà, Pascal Tisserand, donc, qui est notre pilote au niveau de la mission EDI-UL, est très engagé au niveau de la CPED. Et cette CPED, donc, elle a été créée en 2011. Donc elle vise à promouvoir évidemment, encore une fois, ces valeurs de partage, de solidarité et d'ouverture. Donc il y a un site internet aussi qui est dédié. Et sur ce site internet, on trouve beaucoup aussi de ressources. Là, vous voyez ici les documents complémentaires, beaucoup de ressources sur les différentes thématiques qui sont traitées finalement par les missions EDI. Donc je vous ai mis ici un exemple, c'est que des captures d'écran, je m'en excuse, communiquer sans stéréotypes de sexe, mais vous avez un ensemble de ressources sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sur l'égalité professionnelle, parce que encore une fois, ça s'adresse aussi bien aux étudiantes et étudiants qu'au personnel, quoi. Il y a aussi de la formation sur les cellules d'écoute. Donc voilà pour ce qui concerne la CPED. Donc de la CPED, on a donc les missions EDI dans les différentes universités, et on redescend sur ces cellules EDI. Je n'ai pas en tête les chiffres, c'est-à-dire combien on en a au niveau de l'UL maintenant qui ont été développés. Là, on est sur, il me semble, 25, avec une trentaine, normalement, fin juin, là, de D'accord. 2024. L'idée, c'est de réussir à avoir une cellule par composante. Oui, au plus proche des publics, au plus proche des besoins, et pour pouvoir agir localement et servir de relais éventuellement. Donc à la faculté des sciences du sport, on est dans cette dynamique de création de cette cellule EDI qui ouvrira donc officiellement en septembre. On a déjà commencé finalement des actions de sensibilisation pour préparer un petit peu nos étudiantes et étudiants, nos personnels, puis parce qu'il faut qu'on soit une équipe en fait, une équipe relativement élargie avec à la fois des personnels enseignants et enseignantes, mais des personnels BIATS et puis des étudiants et étudiantes. Parce que ce sera autant de relais finalement sur le deuxième point qui consiste à être un lieu d'ancrage pour recueillir finalement la parole, des témoignages et les besoins des différents individus. Donc finalement, il y a deux grandes fonctions. Une fonction de sensibilisation par cette cellule EDI, à travers des conférences, des tables rondes, de l'affichage, des supports vidéo, des interviews, etc. Et puis une fonction aussi de cellule d'écoute, parce qu'on aura identifié une liste de personnes ressources qui auront été formées à cela et qui peuvent aussi renvoyer, bien entendu, vers les psychologues dont je vous ai parlé, qui se situent au niveau de la mission EDI. Ça permet aussi d'être un point de départ en fait pour des actions qui viendraient du terrain et plus spécifiques finalement à notre faculté de sciences du sport. Donc ça aussi c'est un intérêt que ce soit pas uniquement descendant, c'est-à-dire relayer ce qui vient de la mission EDI, mais faire émerger aussi finalement des problématiques un petit peu plus spécifiques. Alors ensuite je vous ai mis quelques exemples d'actions de sensibilisation qui ont été menées dans différentes cellules EDI. Par exemple, ici, il y a eu un concours culturel contre les discriminations avec donc des participations volontaires d'étudiantes et d'étudiants sur des thèmes qui leur étaient propres. Je vous ai choisi un petit extrait ici parce que finalement, on peut trouver le PDF avec le bilan des 30 œuvres pour l'égalité, la diversité et l'inclusion. Je vous laisse regarder à droite. C'est une étudiante en licence 2 de psychologie qui a voulu créer une photographie marquante autour de la question du consentement et de la question finalement aussi de la façon dont on est habillé en tant que femme. Il ne fallait pas mettre une jupe. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire, moi je n'arrivais pas forcément bien d'ici. Donc ça c'est un exemple finalement d'action menée par une cellule EDI, mais qui permet aussi finalement de libérer la parole et de donner la parole aux différents acteurs et actrices présents dans les composantes. Ici on a eu le plaisir d'accueillir un théâtre forum en janvier. Donc c'était pareil dans cette dynamique de création de cette cellule EDI pour commencer un petit peu ces actions. Donc théâtre forum sur les questions d'égalité, diversité et inclusion. Et là, on avait choisi une thématique particulière qui était celle des discriminations et des violences sexistes et sexuelles. Donc je vous ai mis une petite photo aussi de cette troupe et donc des étudiantes et étudiants qui étaient présents. Et sur le principe du théâtre forum, il y avait un ensemble de scénettes qui étaient jouées, rejouées, et auxquelles finalement ensuite les étudiantes ou étudiants pouvaient participer, prendre part et réagir aux propos qu'ils entendaient. Autre exemple d'action alors c'est pas une action, ça c'est un exemple d'affichage d'une cellule EDI qui est celle de l'UFR Halle, Arts, Lettres et Langues à Metz, où là ils ont choisi de zoomer surtout sur le côté cellule d'écoute, avec une adresse mail et puis avec la liste des personnes finalement engagées dans cette cellule EDI, qui sont autant de personnes ressources pour pouvoir s'exprimer.
Et quasiment pour terminer, je vous ai mis un autre exemple, c'est les safe box qui sont mises en place au campus juste à côté, en campus sciences, pardon, pour pouvoir, là aussi, encore une fois, libérer la parole de façon anonyme et de façon écrite, que l'on soit victime, que l'on soit témoin finalement de discrimination de tous ordres. Et à la fin, voilà, je vous ai dit simplement, j'ai remis les liens vers tout ce qui concerne la mission EDI au niveau de l'UL et puis la CPED. Voilà, et j'avais 10 minutes, j'ai parlé 9 minutes. Si vous avez des questions, il reste 1 minute. Non, Julie, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Non, simplement, je tenais à excuser Pascal Tisserand qui a tenu l'invitation mais qui était retenu à Metz, du coup qui s'excuse auprès de Merci. On entend souvent parler, là, effectivement, on voit l'avancée du dossier, le chantier de la mise en place, on a même des chiffres, 24, 30 attendus pour la rentrée. C'est sur le général, c'est pour tous les étudiants de l'UL. Chaque composante aura son EDI, son bureau, comme, je fais un comparatif là, mais parce que un petit peu comme les assos américaines au sein même de l'asso, puisqu'il y avait, si j'ai bien compris, un bureau, ou en tout cas une commission ou une personne référente dans chaque association sportive de chaque université américaine, c'est la loi, le titre 9, pour faire le lien un petit peu sur le sport universitaire que je représente ici, et aussi je prends un parti Flo qui est sur ton téléphone, mais c'est pour faire d'accord, nous on est au niveau 0, disons-le, et ces petites informations pratiques, que ce soit les safe box, si j'ai bien entendu, que ce soit les référents EDI, comment on les contacte, etc. Je crois que ça serait quand même intéressant, Flo, que sur nos formations de début d'année de dirigeants, parce que toutes nos associations sportives, là je fais vraiment dans le sportif, dans le domaine sportif, toutes nos formations de dirigeants sportifs de l'UL, mais pas que, puisqu'il y a aussi hors UL, même si ils ne seront pas forcément concernés directement par une EDI UL, une petite intervention sur le domaine, 10 minutes, je crois que ça peut être intéressant et très formateur, tout comme une petite intervention du GLOS au sujet de l'appli. Ça aussi, on s'adresse quand même directement à des responsables d'associations qui pourront eux-mêmes redonner la bonne parole, voire même de l'affichage, etc. au sein de leur asso. C'est le début, on en est au tout début. D'autant que depuis cette année, sur la licence, on fait remplir, on fait cocher l'honorabilité, donc ça peut aussi fait partie de mes questions, mais si je prends le micro, là j'ai une quinzaine de questions, mais tiens, je vais la poser quand même. C'est le but. En 4 ans, on a un recul sur 4 ans avec 2000 interventions. Est-ce que depuis que les fédérations ont été obligées de mettre en place le contrôle de l'honorabilité sur leurs dirigeants, on voit un infléchissement de la courbe, notamment, je parle bien sûr des intervenants, ou est-ce que la courbe est toujours la même? Est-ce que le nombre de dirigeants est toujours en augmentation sur le fait qu'ils aient agressé un licencié ou une licenciée? Voilà. Et si la courbe ne s'infléchit pas, c'est qu'il y a un problème dans le contrôle de l'honorabilité, ou en tout cas c'est un échec. Monsieur le président du GOS, quelle est votre proposition pour justement infléchir cette courbe? J'avais Il y a peut-être plus de personnes qui laissent parler. Alors, juste, c'est ça. En fait, actuellement, on n'est qu'à 4 ans. Je laisse le président compléter. Mais par rapport aux chiffres, on n'est qu'à 4 ans d'existence de la plateforme. Donc forcément, les signalements augmentent de plus en plus que la plateforme est connue et que médiatiquement, il y a un retentissement. Donc même s'il y a de plus en plus de contrôle d'honorabilité de la part des SDGES, des services de l'État, qu'il y en aura encore plus dans les années à venir, on ne peut pas encore avoir
Le point de fléchissement tout de suite, il faudra attendre encore quelques années, mathématiquement. Oui, je confirme. En fait, le fait d'avoir libéré la parole, en partie, ne fait que commencer. On n'est pas encore au pic, à mon avis, de ce qu'on va apprendre, et ainsi de suite, mais je dirais félicitations au monde du sport de l'avoir fait. Il y a plein d'autres sujets de société qui ne sont pas traités, et quand on ira faire un tour dans la culture, je pense qu'on risque de tomber encore plus sur les fesses, parce que bien évidemment, on est tous concernés à partir du moment où on est en contact les uns et les autres. Donc là, effectivement, ça ne baisse pas. On a de plus en plus de fédérations qui sont touchées, parce que la libération de la parole faut que les choses se disent. Il faut avoir cependant une très grande prudence sur les faits qui sont déclarés sur la plateforme, et de la gravité des faits. Aujourd'hui, on a une plateforme qui signale les cas éventuellement d'un adulte sur un enfant. On a aujourd'hui des faits qui nous remontent d'enfants sur des adultes, de menaces, de violences directes, et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, on a effectivement un phénomène d'explosion. Alors, les services de l'État, malheureusement, ne sont pas assez, je dirais, puissants, fermes, nombreux pour faire tous les contrôles. C'est extrêmement compliqué. Après, une fois qu'on a fait le contrôle, qu'on a le signalement, comment on instruit, est-ce que le procureur instruit, est-ce qu'il n'instruit pas, est-ce que ça va au bout, est-ce que ça ne va pas au bout, là on n'a pas les résultats. Pourtant on essaye. Je pense qu'ici en Meurthe-et-Moselle, je pense qu'on a régulièrement des communications avec les services du procureur, avec son adjointe et ainsi de suite sur les questions de violence. On a même des cas de violence qui nous sont remontés sans même avoir eu des signalements. On a d'autres types de violences de plus en plus, et Élise en parlait très bien. On a aujourd'hui des cas de violence dans les clubs dans lesquels c'est un éducateur sur un jeune. On a des cas de violence dans les structures de haut niveau. Un entraîneur sur effectivement un athlète, ça peut être dans les cellules de haut niveau, ça peut être à l'INSEP, ça peut être dans les CREPS, ça peut être dans les maisons régionales de la performance, ça peut être dans les clubs de haut niveau. Aujourd'hui, c'est un phénomène où on n'hésite pas à en parler, il faut en parler, il faut le signaler, il faut travailler sur la formation. Après, tu parlais de la question de l'honorabilité des dirigeants. La question ne va pas se poser très longtemps, puisqu'il y aura bientôt quasiment plus beaucoup de volontaires pour être dirigeants. Il faut être quand même clair. Je veux dire, effectivement, à chaque fois qu'on rajoute une couche au millefeuille, on a des dirigeants en moins. Alors, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, on en a quand même en moins. Et ça, effectivement, ça pose une question. Donc, on est sur un phénomène de professionnalisation des fonctions de dirigeants, des fonctions d'accompagnement, dans lequel il va falloir qu'on travaille effectivement sur la formation des salariés qu'on peut avoir, et toute une chaîne qu'il va falloir repenser. Voilà. On est face à un tsunami de départ de bénévoles qui va nous arriver, ça c'est clair. Comment on va faire pour effectivement former ceux qui vont arriver sur ces questions-là, qui sont des questions quand même primordiales. Quand on voit le nombre de cas qu'on a traités, qui sont signalés, ça pose effectivement des questions, ça pose des questions des moyens, les questions de la formation, les questions de formation de dirigeants, des fonctions d'éducateurs sportifs, d'accompagnement, les fonctions effectivement de l'université, la base, les fonctions à l'école, ce qu'on essaye de faire dans les écoles primaires du département avec la lutte contre les violences, les signalements, et ainsi de suite. Enfin, c'est toute une chaîne de responsabilité qu'il faut penser. Parce qu'on est face à un phénomène qui est aussi un tsunami, dont on ne se rend pas compte effectivement, mais ça touche toutes les fédérations, et ça touche tout le monde, et bien souvent ça a touché des dirigeants à très forte notoriété, dont on pensait que tout allait bien, et en fin de compte ça... Donc ça c'est une forme de question qu'il va falloir traiter. J'ai les plus grandes craintes, moi, sur la capacité de notre société à traiter effectivement l'ensemble des problèmes et d'aller jusqu'au bout. Parce que signaler, c'est bien, former, c'est bien, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du coercitif? Est-ce qu'on fait du préventif? Est-ce qu'on fait du punitif? Voilà, donc c'est toute une chaîne à repenser, à la fois dans la sanction, à la fois dans la prévention, à la fois dans l'organisation. C'est extrêmement compliqué. On est content d'avoir posé les bases
de nombreuses discussions. Maintenant, effectivement, la cellule EDI, c'est une forme. Ce qui se passe aux États-Unis, je pense que c'est à peu près similaire. Moi, j'aime bien dans les propositions que Élise nous disait, la notion de parité du nombre d'équipes dans les facultés. J'aimerais savoir si effectivement derrière, s'il y a plus d'hommes, est-ce que les hommes font quand même les compétitions que les femmes? Est-ce que effectivement, si les jeunes n'ont pas répondu au questionnaire et ainsi de suite, comment ça se passe dans la réalité? Parce que ça aussi, c'est des questions qu'on peut se poser. Dans une fac de sport, est-ce qu'il y a plus de garçons que de filles? Il y a des travaux là-dessus. Oui, je sais pas, moi je pose la question. Je vous pose la question maintenant. Je pense que le meilleur moyen d'éviter d'avoir des problèmes, c'est d'avoir la parité. Et tu as plus d'écolières que d'écoliers, et tu as plus de collégiennes et de lycéennes que de lycéens. Oui. Et tu vas à l'UNSS, c'est du 60-40, 60% de garçons et 40% de filles. Et c'est à peu près la même chose chez nous, c'est encore plus marqué, 65-35. Donc c'est un vrai sujet. Autant d'équipes filles que d'équipes garçons, il y avait vu, hein. Ça serait top. Maintenant, je pense que on en est où? Parce que la formation, l'éducation ne suffit pas et on veut enclencher une dynamique qui ensuite à ce qu'elle s'estompe, ce volontarisme s'estompe. Parce qu'en STAPS, juste en profite, en STAPS, moi j'ai travaillé sur l'orientation des filles et des garçons vers le STAPS. Oui. Attends. Merci. En STAPS, on avait la parité. On l'avait parce qu'il y avait des verrous en fait qui permettaient d'avoir cette parité. Il y avait la sélection à l'entrée en STAPS, il y avait des concours qui discriminaient et on avait autant de postes hommes que de postes femmes. Et il y a un troisième verrou qui m'échappe mais qui me reviendra. Et ces verrous ont sauté. On sautait parce qu'on n'avait plus le droit à la discrimination, même la discrimination positive. Et donc on est passé d'un public avec une parité 50% d'hommes et de femmes inscrits en fac du sport à, c'est ce que je disais, à peu près 72%. Après, les chiffres évoluent quand on passe en L2 et 3 parce que il y a une forme de docilité scolaire, hein, c'est les termes scientifiques en fait pour parler du rapport à l'école des jeunes filles, des jeunes femmes, et parce qu'elles sont donc elles s'engagent un petit peu plus, donc elles se deviennent un petit peu plus nombreuses malgré tout au fur et à mesure qu'on avance dans les différents échelons à l'université. Mais néanmoins, sur le concours du CAPES, on est encore à 30% on est à peu près à 30-35% de femmes pour 65% d'hommes qui sont recrutés. Ce qui peut peut-être aussi expliquer les chiffres que je donnais tout à l'heure sur les licenciés dans le secondaire, les licenciés UNSS dans le secondaire, puisque peut-être les beaucoup plus d'hommes que de femmes, donc beaucoup plus d'activités à tendance masculine que féminine. Ça, c'est pas encore le cas. Ça se transforme doucement. Les modèles d'identification et le type de PIAS qui est proposé, ça se transforme doucement, mais pour l'instant sur le terrain, on est encore à peu près, je crois, à 53-54% d'hommes pour le reste des femmes, en enseignants et enseignantes. Mais voilà, il y a des efforts qui sont faits par les équipes pour avoir des APSA qui conviennent à tout le monde. Mais on sait très bien que le traitement qui est fait par l'APSA, par l'enseignant sur l'activité physique et sportive, va être un traitement qui peut favoriser finalement des motricités plutôt associées au masculin par rapport à des motricités plutôt associées au féminin. Typiquement sur l'acrosport ou sur la gym, c'est valoriser tout ce qui est acrobatique et moins valoriser, je dis pas dévaloriser, mais moins valoriser ce qui est plutôt esthétique. Donc ça ramène une adhésion un petit peu plus grande des garçons par rapport aux jeunes filles, généralement. Merci. Alors j'ai déjà des questions pour lever la main, donc on va déjà passer aux questions. Donc déjà il y a Bruno derrière, je sais pas si vous voulez passer le micro s'il vous plaît. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci Élise pour votre venue et informations données. J'ai pas obligatoirement que des questions, j'ai aussi des informations, puisque personnellement, donc j'ai fait partie de la mise en place du système d'information honorabilité. Et la première cible du ministère a été uniquement les éducateurs sportifs, tout simplement parce qu'ils les avaient entre guillemets comme référence dans leur service. Et à un moment donné, on leur a dit, mais parce que j'étais président d'une fédération à l'époque, on leur a dit, mais attendez, il n'y a pas que les éducateurs sportifs, il y a aussi les dirigeants. Donc on a dit, ah bah oui, tiens, il y a des dirigeants. Donc aller chercher les dirigeants et savoir quels sont les dirigeants au niveau des fédérations, c'est une foire d'empale, c'est très compliqué. Ensuite, on s'est dit, mais oui, mais il y a les juges et les arbitres. Il faut que j'écarte ou je remets. Tu me dis? Voilà, comme ça.
Parfait, excusez-moi. Donc après, on s'est dit, mais il y a les juges et les arbitres. Et ensuite, on a inclus dans le système d'information d'honorabilité les juges et les arbitres. Et aujourd'hui, on se dit aussi les parents accompagnateurs, parce que les cas qui nous ont été révélés, encore une fois, ce sont des parents accompagnateurs qui, des fois, font le pire que l'on peut savoir. Là-dessus, je vous invite tous et toutes à lire le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qui a eu lieu en décembre 2023, où il y a eu une audition de moult personnes des fédérations. Ça fait froid dans le dos. Passez-moi l'expression, quand on lit qu'à un moment donné, les éléments c'était le renvoi de la balle entre le Comité national olympique et sportif, qui devait, a priori, d'après le ministère, se charger de certaines choses, et qui ne le faisait pas, et d'un autre côté, le Comité olympique qui dit, non, ça c'est du ressort du ministère. Donc après, se renvoyer la balle comme ça pendant un certain temps, on s'aperçoit que ça n'avance pas. Et c'est pas faute, c'est des constats. Après, je voudrais simplement dire que moi j'ai été un peu surpris dans votre propos, Élise, d'entendre que les choses de l'information et l'obligation de l'information datent de 2015. C'est récent. Et c'est récent. Et nous, si on n'avait pas eu Sarah Abitbol qui fasse la révélation, si on n'avait pas eu les médias derrière, qui aussi portent les choses, il ne faut pas les oublier, les médias, je pense qu'à un moment on n'en serait pas là non plus. Mais pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, est-ce que si on a un système d'information concernant l'honorabilité, est-ce qu'on a plus de cas? Oui, bien sûr. Parce que, on a augmenté les populations qui rentraient dans ce champ du système d'honorabilité. Le deuxième point important à mon sens, c'est que tout dépend de la manière dont la personne perçoit le fait qui est rapporté. Je m'explique. J'ai eu, encore une fois, en tant que président de fédération, un fait de violence sexuelle avérée, reconnue par la personne qui l'avait fait. Et puis, on mettait en avant cette personne-là. Donc, à un moment donné, j'ai été voir un peu les différents acteurs, que ce soit CNEOCEF, le ministère, le Centre national des sports de la défense, parce que j'étais en lien avec eux. Et il y avait deux cas de figure, et ça m'a frappé. Soit les gens reconnaissaient qu'en fin de compte, la personne avait écrit qu'elle avait fait ce qu'il ne fallait pas. Et d'autres personnes qui disaient, mais elle n'a pas été condamnée. Il n'y a pas eu de condamnation. Et en France, on est encore sur ce système-là de personnes qui se réfugient derrière leur petit lot en disant, mais il n'y a pas eu de condamnation par la justice. Nous, et beaucoup de fédérations, vous lirez encore une fois la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, où il y a nombre de cas où, tant que la justice ne s'est pas prononcée, la fédération, entre guillemets, peut avoir une mesure de sauvegarde, de mise à l'écart, etc., de précaution, mais ne prend pas de sanctions. Moi, c'est quelque chose d'effarant. On est encore avec des situations, mais on se demande pourquoi et comment. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et je salue votre travail, même si je suis un petit peu sur ma faim concernant le système américain, où je me suis dit peut-être qu'ils sont en avance sur nous, peut-être que parce que nous on n'est pas en avance, mais heureusement les langues se sont déliées par rapport à des cas dont la première était Sarah Abitbol. Alors j'ai fait aussi partie de la commission avec Madame Mouillon-Debec et Monsieur Zungrada. Fantastique, hallucinant. Et le seul travail de cette commission, qui était la commission du comité olympique quand même, qui, entre guillemets, sous la présidente de Brigitte Henriquez, on va lui rendre hommage au moins pour ça, oui, au moins pour ça, avait mis cette commission en place. Mais la seule chose, à toutes les réunions auxquelles j'ai pu assister, c'est on va faire un état des lieux. Et ils ont mandaté un cabinet privé pour faire un état des lieux. Alors que le ministère avait des choses et ils ne sont pas rentrés en contact avec le ministère. On fait de la réunionnite, on discute. Alors c'est bien de discuter des fois, mais ça, pour moi, ça ne fait pas avancer trop le public. Par contre, au niveau des... Et je rejoins le propos de monsieur Grand qui disait qu'il faudrait qu'on puisse intervenir en début d'année sur les réunions de formation. Je pense que vous avez un grand rôle à jouer. Vous êtes les formateurs de nos futurs enseignants EPS qui vont être en contact avec ces jeunes, quand on voit que les jeunes de moins de 15 ans, c'est 50% des victimes. Voilà, j'en ai dit pour aujourd'hui, pour maintenant, peut-être pas pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci Bruno, j'ai déjà Yvette, et après il y aura Serge Indy qui prendra la parole.
suis Anne Gartner et je suis la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité dans ce département depuis 9 ans. Donc merci d'avoir invité Madame le Préfet qui s'excuse et qui m'a demandé de la représenter. Donc effectivement, la question des violences sexistes et sexuelles, elle touche toute la société et dans tous les domaines, professionnels, personnels, sportifs. Donc là, on est dans le domaine sportif. Une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, le silence s'est levé. Et ce silence-là a longtemps été un tabou, où il ne fallait surtout pas évoquer ces sujets, parce que quelquefois on ne savait pas comment non plus prendre le sujet, parce que les professionnels n'étaient pas formés. Mais je parle de professionnels sportifs, mais tous les professionnels de la santé. Un médecin était le premier quelquefois informé, un enseignant voyait bien des choses, voyait bien un changement de comportement, mais on ne posait pas la question parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Et quand même, les lignes ont bougé aujourd'hui, avec effectivement la création de ces commissions et qui permettent effectivement d'avoir des signalements, de porter, que la victime, elle puisse parler et qu'on puisse la croire. Parce que la grande difficulté, c'est comment on positionne la victime, et il faut que cette victime, elle soit crue. Et on a très très longtemps fait en sorte que la victime, elle se taise, et fait en sorte de dire, tu racontes des histoires, et tu vas te taire. Et souvent, c'était des jeunes enfants, parce qu'un enfant victime, il aura toujours eu tenté d'en parler à quelqu'un, un tiers, un grand, un adulte, quelqu'un qui est censé le protéger. Et lorsqu'il a comme réponse « Non, tu te tais, non, c'est pas vrai, non, c'est pas pour enfin, tu inventes », eh bien, l'enfant se tait. Effectivement, l'enfant se tait. Alors, la réponse que je vais vous apporter, le nombre de personnes qui libèrent la parole et pour lesquelles les faits sont anciens. Comment apporter la preuve de faits anciens? Malheureusement, effectivement, souvent la justice, elle classe. Mais on ne doit pas classer sans suite comme ça. On doit accompagner la décision. Et on a aujourd'hui des bureaux d'aide aux victimes. France Victimes 54 pour la Meurthe-et-Moselle, du ressort du tribunal judiciaire de Nancy, et le CIDEF de Longwy du ressort du tribunal judiciaire de Briey, pour effectivement accompagner. Parce qu'il faut accompagner la victime, accompagner, alors on parle de victimes, ce sont des plaignants et des plaignantes dans un premier temps. Et je comprends effectivement la position de certaines fédérations en disant mais il n'y a pas de condamnation. Au moment, c'est en cours, c'est qu'un plaignant ou une plaignante, on ne la qualifie pas de victime. La victime, elle sera qualifiée de victime quand la justice se sera prononcée. Donc en fait, aujourd'hui, on est aussi dans une temporalité pour lesquelles, eh bien, on ne sait pas comment la fédération, comment même le tout public doit se positionner, à prendre une décision. Est-ce qu'on continue le recrutement? Est-ce qu'on continue à avoir cette personne-là au sein de son entreprise, au sein d'un club sportif, parce qu'en fait, pour le moment, la justice, elle ne s'est pas prononcée. Donc effectivement, on se trouve aujourd'hui à devoir, avant tout, faire une information, une sensibilisation à tous les professionnels et que cette formation se fasse aujourd'hui au niveau de la formation initiale. On agit sur ces formations au niveau du secteur de la santé, infirmières, aides-soignantes, sages-femmes, médecins, etc. Mais également chez vous avec les futurs formateurs, éducateurs sportifs, et puis ensuite on va les retrouver dans les clubs. Donc le travail il est important, mais aujourd'hui on a des stratégies qui sont structurées. Et une fois qu'on a structuré ces stratégies, on sait aujourd'hui comment on va pouvoir développer très rapidement l'information sur les sensibilisations des violences sexistes et sexuelles, en partant effectivement des personnes dans leur formation initiale, enseignante, etc. Alors, le caractère avant tout, c'est comment on repère.
Et comment on repère la victime? Parce que le corps ne trompera pas. La victime changera de comportement. Et elle sera entourée de camarades dans le même club, voilà, ou d'éducateurs ou d'autres qui verront bien que quelquefois il y a ce changement qui doit alerter. Et c'est vraiment avoir connaissance des différents indicateurs, voilà, qui font que ce jeune est en souffrance, jeune fille ou jeune garçon. Ensuite, il est de votre responsabilité, vous avez des clubs sportifs, c'est pour amener le sport, et quand même là avant tout, pour un bien-être. Et amener également les parents à déposer un enfant en toute confiance dans une structure sportive pour qu'effectivement l'enfant s'épanouisse dans une discipline sportive. Et je crois que s'il y a, je m'excuse de dire le mot, parce que du ménage à faire, il faut le faire. Pour effectivement amener à ce que les parents déposent après en toute sécurité, vraiment en toute sécurité, un enfant qui doit s'épanouir dans une discipline sportive. Et je réponds également sur le fait de pourquoi moins de jeunes filles dans les activités sportives. Alors on sait qu'on perd beaucoup de jeunes filles dans les activités sportives à partir de 13, 14 ans, 15 ans du sport en club. Effectivement, on risque de ne plus les retrouver après dans une formation en tant que professeur d'éducation physique parce qu'elles souhaitent en faire leur métier. Et c'est aussi le fait de la diversité des disciplines proposées. Et qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui encore un peu plus trop accès à des disciplines sportives pour lesquelles un bon nombre de filles peuvent ne pas trop s'y retrouver. J'en arrêterai là. Alors, c'est des chiffres de 2022, mais au niveau de la commission au niveau de la création donc, de la cellule du contrôle d'honorabilité, donc ça a été mis progressivement en place depuis septembre 2021 concernant donc les bénévoles, et c'est 341 000 bénévoles de 68 fédérations qui ont donc été soumis au contrôle d'honorabilité, et ces contrôles ont abouti à 17 mesures d'incapacité d'exercer comme éducateur sportif ou exploitant. C'est des chiffres de mars 2022. Merci bien. Ah oui, encore d'autres choses aussi, c'est des outils. Parce que la délégation des droits des femmes, on met en place beaucoup d'outils. Et donc ces outils-là, on peut aussi vous les mettre à disposition. Notamment le relatiomètre, ma relation est-elle saine? Alors ça a été fait par le Conseil régional Grand Est, et ce sont des élèves, collèges, lycées, qui eux-mêmes ont dans les différentes thématiques indiqué sur ma violence sexuelle s'il y a de la sérénité, de l'alerte ou du danger. Et ça sur les différentes formes de violence, psychologique, verbale, économique, le cyberharcèlement, les violences physiques, sexuelles, etc. Je vais vous redonner le micro, mais juste pour vous dire aussi, donc la semaine dernière s'est tenu le séminaire national des délégués aux droits des femmes. On est l'année des Jeux Olympiques, et donc il devrait y avoir une campagne d'information concernant la lutte contre la traite des êtres humains, et notamment la prostitution, puisqu'on sait que les grands événements sportifs rassemblent également aussi des demandes supplémentaires sur la question donc, de la prostitution, et donc mettre en place effectivement une campagne d'information, puisque en France on est abolitionniste au niveau de la prostitution. Oui, merci. Merci beaucoup Yvette. Et je vous donne le micro à Serge Henry. Vous avez levé la main. Je vais essayer de faire beaucoup plus court que vous déjà, Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste revenir sur 2-3 points. D'abord, je ne veux pas redire tout ce qui a été dit, parce que tout ce qui a été dit est forcément très juste et très éclairé. Simplement redire que j'ai l'impression quand même qu'on en parle parfois dans certains cercles de discussion.
On a quand même un défaut majeur, j'ai l'impression, sur ce dossier, qui est plus que sensible, c'est qu'on oriente systématiquement le dossier sur la victime. C'est-à-dire que tout repose sur le fait qu'il va falloir trouver les victimes, identifier les victimes et, bien entendu, les protéger. Et que, en faisant ça, quelque part, on rate l'échelle, vous l'avez souligné, je pense, d'une certaine manière, on rate l'échelle de la formation. C'est-à-dire comment on fait pour qu'il n'y ait pas de victimes. Parce que, pardon de le dire comme ça, mais qu'on ait 950 ou 3000 faits avérés, dénoncés sur la plateforme, c'est pas important. Quand on est 3000 ou quand on est 20, la question est la même. Il ne faut pas qu'il y en ait. Et pour qu'il n'y en ait pas, il ne suffit pas simplement de se demander comment on va protéger les victimes. Il faut d'abord se demander comment on va faire pour qu'il n'y en ait plus. Je voudrais simplement revenir, parce que je pense que c'est quand même Élise qui a été invitée ce soir. Il y a un élément dans ce que vous avez présenté qui m'intéressait plus que le reste. C'est que c'est la première fois que je l'entends. Pour la première fois, j'entends dire que la formation, elle se positionne immédiatement au plus près de l'athlète, au sein du groupe, au sein de l'équipe. Et ça, nous, on ne sait pas le faire. Nous, on met en place des commissions, on met en place des actions de sensibilisation, on a inventé Colosse au pied d'argile, on a inventé des tas de structures qui ont toutes une certaine valeur en termes au sens où elles portent l'information au plus près du public, au sens où elles sensibilisent le public aux questions qu'on pose ce soir. Mais à aucun moment, on s'est dit que la bonne échelle, c'est celle que vous avez identifiée, c'est l'échelle du groupe. C'est l'échelle de l'équipe. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'on gratte. C'est la bonne orientation. C'est comment est-ce qu'on peut se donner la capacité d'aller mettre un référent sur ce sujet des violences. Comment on peut mettre un référent dans chaque équipe pour être sûr que le message passe. Parce que quand le message il est distribué à l'échelle d'une fédération ou à l'échelle du club, il est immédiatement dissous dans le nombre. Il est dissous dans le nombre. Alors effectivement, après, il y a le problème du recueil de la parole, parce que s'exprimer dans un groupe de 10 ou 12 personnes qui se connaissent parfaitement parce qu'elles jouent, ou ils jouent ensemble, ou ils pratiquent ensemble, c'est peut-être compliqué. Mais je pense que moi je trouve que de tout ce qui s'est dit ce soir, c'est l'élément essentiel. Vous avez mis le doigt sur un sujet qui est majeur, c'est la bonne échelle. Il faut aller chercher les gens là où ils sont, et il faut aller les chercher au plus près de l'endroit où ils se sentent en sécurité. Le sportif, par définition, l'endroit où ils se sont le plus en sécurité, c'est dans le vestiaire avec ses copains ou avec ses copines. Dès qu'on sort du vestiaire, on engage un autre débat. On met le débat sur la place publique. Et le sportif, quel qu'il soit, quand il est sur la place publique, au sens où on ouvre les portes du vestiaire, il ne s'exprime plus de la même manière. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on gratte. Moi, il y a une question que je me pose, et j'arrêterai là, comme quoi j'ai été plus court que toi. La seule question que je me pose, c'est dans une structure universitaire comme celle qui existe aux États-Unis, où on n'est pas du tout sur le système qu'on peut connaître ici en France avec un dispositif, une structure universitaire qui est portée par le service public. Dans un système comme celui qui existe aux États-Unis, comment est-ce que vous faites pour finalement rayonner dans l'ensemble des universités, si c'est possible, si c'est le cas, et si c'est pas le cas, les freins sont... Parce que le sujet majeur, c'est ça, il faut qu'on identifie les freins. Mais moi, je vous remercie encore une fois pour l'idée que vous avez posée sur la table. Elle est majeure, c'est aller mettre dans chaque équipe un référent ou une référente pour discuter de ces sujets-là, et pas le faire simplement à l'occasion de tel ou tel moment où on va faire une conférence qui, 9 fois sur 10, emmerde tout le monde, pardon de le dire comme ça, parce que le sportif, quand vous lui dites qu'il faut qu'il aille à une conférence, il n'a pas envie, alors il vient, il s'assoit, il écoute et il s'en va. Le vestiaire, c'est un moment essentiel et vous avez complètement raison. Bravo. Merci. Alors, le programme, déjà, la loi dit juste qu'il y a une obligation et c'est là où chaque université doit trouver les manières pour faire comment ils veulent. Alors, déjà, il n'y a pas un programme national qui rentre dans chaque université pour cette obligation. Alors, moi, mon programme, pour les universités qui le souhaitent, je rentre et c'est 1 heure et les questions sont assez générales. Comment est-ce que vous gérez le consentement dans votre équipe, même pas dans
un mode sexuel, mais entre vous, comment est-ce que vous demandez emprunter de vos équipements. Ça, c'est du consentement, c'est pas sexuel, mais c'est quand même la pratique du consentement. Alors, on demande des questions assez générales sur le consentement de chaque équipe et comment ils vécu ça à l'université, que comme ça, les étudiantes peuvent répondre à une manière spécifique à eux, à chaque école. Alors, la réponse chaque discussion est différente, chaque équipe et chaque école. Alors, je ne sais pas si ça... C'est des questions qui sont générales, comme ça, les réponses peuvent être spécifiques. Alors, c'est comme ça que ça peut s'adapter en forme naturelle dans beaucoup de contextes différents, dans des environnements différents, parce qu'on leur demande de réfléchir comment eux, ils naviguent le consentement dans leur monde, dans leur équipe, dans leur université, dans leur culture, parce que ça ne va pas être le même, comme vous avez dit, dans chaque université. Alors c'est là où ça sort du général pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut dire ça, il ne faut pas dire ça, il faut faire des actions comme ça, il ne faut pas faire des actions comme ça. Et plutôt c'est de demander aux étudiants comment est-ce que vous trouvez votre culture de consentement dans votre équipe et dans votre école et dans votre communauté. Et est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que ça vous rend sécure? Est-ce que ça donne... Est-ce que vous vous sentez authentique dans cette culture? Et sinon, comment est-ce qu'on peut amener le meilleur? Comment est-ce que nous, comme athlètes, peut être leader de notre communauté pour montrer une façon et gérer notre relation comme coéquipière, comme personne dans notre communauté, pour valoriser une culture encore plus dans le consentement, comme ça tout le monde peut se sentir authentique. Alors c'est des questions assez générales qui, comme ça, rentrent dans le spécifique de la culture, oui. C'est juste une question. Une question pour Mélissa. C'est super d'avoir des exemples comme ça. Et je me demandais, donc c'est de la co-construction en fait avec les membres d'une équipe. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des personnes qui sont fermées, qui ont du mal à rentrer dans le jeu? Quelle est la dynamique qui s'installe généralement? Enfin, si vous pouviez donner quelques exemples de dynamique de co-construction plutôt positive ou bien plutôt délicate et puis vous devez intervenir. Oui, ben, déjà j'ai eu beaucoup de questions. Les discussions sont différentes avec des équipes masculines et des équipes féminines. Et déjà, la réponse est oui, mais souvent, c'est parce qu'on a un discours général dans notre société qui dit que ce sujet de violence sexuelle et sexiste, c'est que contre les filles ou c'est que pour protéger les filles, ce qui est déjà très très important. Et on sait que la violence sexuelle et sexiste, ça arrive plutôt aux filles, mais que le thème de consentement, c'est pour tout le monde. C'est pour créer une relation authentique avec tout le monde que tu vois au quotidien. Alors c'est là où souvent les équipes masculines sont un petit peu fermées parce qu'ils savent il va y avoir quelqu'un qui va venir pour me dire il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et je rentre et je suis là à dire en fait ça c'est pour construire une culture qui rend service à tout le monde, qui met tout le monde en valeur pour être le plus authentique possible. Et c'est là où on sort un petit peu des modes anciennes qui disent oui, on sait que c'est important de protéger les filles parce que c'est les gens qui sont en moins de pouvoir dans les dynamiques de sexe. On connaît que les hommes ont plus de pouvoir, mais que de travailler une culture de consentement, ça bénéficie tout le monde. Et c'est là où j'arrive un petit peu
ouvrir des gens qui sont un petit peu fermés sur ça. Et aussi, j'ai eu plein de temps où, après la séance, il y a des gens qui viennent vers moi et disent mais si... je sais pas comment dire. Des exemples spécifiques dans le what if. Si quelqu'un m'a dit ça, ou si il y avait quelqu'un qui a fait ça à quelqu'un d'autre, mais ça c'est pas un viol, non? Et du coup, bien sûr, c'est eux qui l'ont fait. Et un petit peu de déconstruire leur défense et dire que et ça c'est un petit peu dans la théorie, alors je sais pas si vous allez être avec moi, mais le viol, ça c'est partout. C'est partout. Nous, on sait que 1 in 3, si les cas vont monter, nous, dans mon travail, au titre 9, au bureau de titre 9, notre travail, c'est en fait de voir une augmentation de numéros de report parce que ça va, on sait que ça s'arrive beaucoup, et que d'augmenter ce numéro de cas qui vont chez nous, c'est de se rapprocher à la réalité de ce que se passe. Alors, pour voir une augmentation de numéros, en fait, c'est un progrès pour nous de créer une culture où les gens se sentent soutenus par un système, par le système qu'on essaye de mettre en place. Alors, il y a ça et de enlever pour des gens qui viennent chez moi ou vers moi et disent si quelquefois ça peut arriver, mais ça c'est pas un viol, blablabla, d'enlever la défense personnelle. De violer quelqu'un, ça veut dire pas que tu es une mauvaise personne. C'est peut-être que tu savais pas, tu sais pas comment gérer, parce qu'on n'apprend pas comment gérer une culture avec du consentement. On apprend juste comment les générations avant nous ont appris. Et on sait qu'on n'a pas encore une culture développée qui met tout le monde en valeur, qui aide tout le monde à gérer des relations comme vraiment ils veulent. Alors, c'est là où c'est un petit peu plus loin, mais dire de violer quelqu'un, ça veut dire pas que tu es une mauvaise personne. Les viols et les violences et être humain, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes et les viols se passent pas parce qu'il y a des mauvaises personnes et des bonnes personnes. C'est parce qu'on a une société, une culture qui se met dans cette direction, qui allows this to happen. Je sais pas comment dire. Alors c'est plus social que personne à personne, c'est pas individuel, c'est une culture. Ouais, alors, je sais pas si ça a marché, mais voilà. Juste en complément. Élise, quand vous parlez d'installer le rapport au consentement dans les échanges que vous engagez, est-ce que les coachs sont impliqués là-dedans? Ou est-ce que vous adressez qu'aux athlètes? Oui, alors, au niveau de la loi, c'est obligé que, déjà, que tous les staffs, les membres, les staffs, déjà, eux, ils doivent ils doivent être formés chaque année. Ça, c'est la base. Ça, chaque professeur, chaque coach, tous les entraîneurs, tous les gens qui sont payés par l'école et qui doivent faire une formation chaque année sur contre le violence sexuelle et sexiste. Et mon programme, c'est plutôt pour les étudiantes et les athlètes, mais je demande chaque équipe s'ils veulent que leur coach soit là. Et souvent, ils disent non. Mais des fois, ils disent oui parce qu'ils trouvent qu'ils ont une culture bien travaillée entre eux et que leur coach ne comprend pas ce qu'ils mettent en place comme athlète. Alors des fois, ils veulent que leur coach soit là pour écouter cette discussion, comment ils veulent
gérer le respect entre eux. Comment est-ce que des niveaux de pouvoir différents, genre ils veulent que leur coach sache que le coach a plus de pouvoir que les athlètes dans une relation 1 contre 1. Quand je suis avec mon coach, c'est lui qui a le pouvoir. Alors moi, je me sens pas tout le temps à l'aise pour dire ce que je veux ou pour stand up for myself et pour demander de ce que j'ai besoin. Alors des fois, ça aide les athlètes d'avoir leur coach présente pour écouter comment ça leur impacte. Mais souvent, non. Souvent, c'est que des conversations avec athlètes. Mais moi, je demande les athlètes, les équipes, comment eux, ils veulent avoir cette conversation et qui ils veulent avoir là. Et après vous en référez au coach, une fois que vous avez l'avis, la forme de consentement qui est définie au sein de l'équipe, est-ce que vous vous rapprochez des coachs pour dire voilà, cette équipe, elle aimerait fonctionner comme ça? Alors, je propose, c'est une option, oui. Et ça se fait souvent où l'équipe aimerait avoir une conversation entre eux, entre athlètes, mais il veut passer 2-3 points au coach. Et c'est moi, soit je le fais par mail, soit je dis bonjour coach, merci, votre équipe était très bien. On a parlé sur ce 3 points très importants. Et comme ça, ils savent un petit peu, ils sont sur la même page de leur athlète parce que c'est surtout ça que ça vient dessus. Vous évoquez la dimension culturelle qui est très impactante et comme on sait qu'il y a, ce sont des générations souvent distancées entre les athlètes et certains coachs plus anciens, des repères. Si on veut que le consentement négocié finalement s'applique, il faut aussi que les repères anciens évoluent dans le sens du collectif, dans le sens de l'équipe d'athlètes. Donc à un moment donné, il y a peut-être des actions obligatoires à engager de la part des coachs pour qu'ils modifient ce qui a fonctionné pendant un temps et qui n'est plus, sur certains aspects, acceptable. Je pense que c'est pas facile à faire, que le dialogue il est important certes, mais il suffit pas. Derrière, si le coach n'est pas d'accord avec cette évolution du consentement, qu'est-ce qui se passe? On le laisse quand même imposer sa méthode ou est-ce qu'il y a des leviers pour qu'il change un petit peu ses façons de faire? Bien sûr, il n'y a pas une solution, bien sûr. Et c'est un petit peu ce que je voulais dire aussi, que le titre 9, je crois que je ne m'ai pas bien expliqué, c'est chaque bureau qui est responsable pour faire le titre 9 à l'école, c'est pas que de la prévention, je crois que vous avez demandé ça, ils gèrent la prévention, la réponse, les conséquences et un système légal dans l'université. Alors c'est eux qui gèrent tout. S'il y a un rapport d'instance de viol sexuel, ça va au bureau et c'est eux qui se prennent soin de tout en fait. Alors c'est eux qui vont faire une investigation de ce rapport et après ils vont faire une investigation légale dans l'école. C'est l'école qui gère ça et après, à la fin, c'est eux qui décident c'est quoi les conséquences et c'est comment est-ce qu'on va soutenir déjà tout le monde qui est impliqué pour avoir une réponse et aussi à côté mettre en place des préventions et des programmes pour préventionner le cas de se mettre en place in the first place. Alors, c'est ce bureau qui gère tout. C'est pas une solution. C'est pas que la prévention, c'est le plus important,
où les conséquences c'est la solution, ou l'investigation c'est la réponse, c'est que c'est important de faire tout. Enfin, c'est multi-approach. Et le bureau, il a un pouvoir de sanction, il a un pouvoir interventionniste. Oui. Ah d'accord. Oui. S'il estime que l'équipe, entre guillemets, est en danger, il peut prendre cette initiative de dégager le coach parce qu'il est estimé inadapté au groupe. Oui, chaque école a des guidelines qui sont les lois de cette école, en fait. Et si le titre 9, le bureau trouve que, par exemple, un coach n'a pas été dans les guidelines de l'école, ils peuvent mettre en sanction que le coach a besoin de sortir, peut pas travailler à cette école. Et il peut continuer à notre école s'il veut, mais c'est là où le titre 9 travaille dans un petit peu en mode légal de l'école, comme un système gouvernemental qui investigue si les gens qui sont impliqués dans un report sont in line avec les guidelines ou pas. Et sinon, il y a tout un système de conséquences qui est mis en place. Et entre écoles, enfin c'est peut-être pas le cas, mais c'est peut-être un des objectifs, c'est qu'entre écoles, entre universités, entre les États même, j'imagine que le projet est puisque comme vous l'avez dit, il y a une spécificité culturelle, peut-être technique, parfois, je ne sais rien, qui fait qu'il n'y a pas de recette commune, il n'y a pas de règles. Est-ce que l'information est censée se transmettre d'université ou d'école en école, voire d'état en état? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un profil qui a été perçu comme inadapté, et vous venez de dire que il est viré, il est dégagé, mais s'il veut, il peut aller ailleurs. Ça voudrait dire, c'est comme ça que je comprends, que l'information, elle s'arrête à la porte de l'école, ou est-ce qu'on peut prévenir, attention, vous recrutez machin, chez nous, il a été jugé inadapté à la gestion d'un groupe. Oui. Après, bien sûr, les écoles peuvent parler à des écoles, et ça c'est important qu'il y a déjà, et souvent quand c'est comme ça, il y a beaucoup de médiatisation, je ne sais pas le mot, merci, sur cette personne, blablabla. Alors c'est vachement connu et des fois c'est difficile, mais ça peut aussi être caché. Et alors c'est important que les écoles se parlent et ça c'est notre système qui n'est pas mis en place. Il n'y a pas un système global national pour dire cette personne a fait ça à cette école et c'est pour ça qu'il s'est fait virer de cette université. Mais après, on touche un petit peu sur le système gouvernemental américain où on a des lois fédérales qui sont en place et que tout le monde doit, mais ils sont vraiment la base et des fois même pas la base. Et après, c'est au niveau de chaque État qui a des autres règles et toutes les universités dans l'État doivent être en complicité avec les lois de l'État. Et après là, il y a aussi chaque université a leurs propres guidelines. Alors c'est vraiment, ça dépend l'État, ça dépend le président du moment, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Alors nous, on n'est pas très bien, on n'a pas encore trouvé un système pour avoir un truc que tout le monde fait, qui fait la base, c'est beaucoup plus individualisé, qui marche des fois bien et des fois pas bien. Ça dépend ce qui est mis en place. Ouais. Okay. On vous remercie. On va prendre la dernière question avec le Il
déjà, je voulais te féliciter pour ton français. Je sais bien que les joueurs de basket du SLUC Zancy parlent français de la même manière. Tu as dit tout à l'heure que tu abordais la question du consentement de manière différente selon aussi si les gens sont réceptifs ou pas. Nous, on est une fédé multisport. Tout à l'heure dans le quiz, on a entendu qu'il y avait plusieurs dizaines de fédérations qui ont été touchées par ces signalements-là. Est-ce que toi, dans tes interventions, tu as vu, tu interviens de manière différente ou tu préviens de manière différente en fonction de sports différents? Est-ce que tous les sports sont pas à la même enseigne, mais est-ce que tu dois aborder le sujet d'une manière différente selon les sports? Alors, oui, il y a des différences culturelles dans des sports différents. Moi, je demande les mêmes 3 questions parce qu'ils marchent bien pour, comme j'ai dit, ils sont assez généraux où tout le monde peut répondre dans une manière qui est spécifique pour leur contexte. Mais je vois souvent que, par exemple, on a des sports aux États-Unis qui sont filles-garçons. Et il y a des fois des sports qui sont, genre, l'équipe féminine de football aux États-Unis, elle est complètement séparée de l'équipe masculine de football aux États-Unis, dans chaque école. Mais l'équipe de gym, il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, mais on va dire squash, ça se joue ici. Voilà, l'équipe de squash, il fait des compétitions séparées, mais ils s'entraînent ensemble parce que c'est une petite équipe. Et c'est comment ils peuvent avoir les mêmes numéros, les mêmes nombres d'équipes masculines que féminines. C'est que des fois, dans les petits sports, ils s'entraînent ensemble, mais ils font des compétitions séparées. Et c'est là où je demande s'ils veulent faire l'intervention séparément ou ensemble. Et ça dépend. Et quand c'est séparé, on parle beaucoup de l'autre équipe. Et quand c'est ensemble, souvent c'est comment est-ce qu'on peut nous unir pour avoir une culture qui fait de l'espace pour tout le monde dans cette équipe, parce que c'est un espace filles et garçons, et tout le monde va avoir des besoins différents, qui est aussi important dans des équipes féminines ou masculines, mais c'est plus important ou c'est plus présent dans ces équipes comme ça. Sinon, aussi, les facteurs sont la taille de l'équipe. Genre, l'équipe de football américain aux États-Unis, c'est souvent entre 100 et 160 athlètes. Alors là, on est tous ensemble là et je gère la discussion différemment qu'une équipe de fencing qui est 8 personnes. Alors oui, ça c'est aussi un facteur. Il y a aussi les équipes qui historiquement sont dans des contextes plus dangereux. Alors on a l'équipe, souvent c'est l'équipe lacrosse. Lacrosse, football américain, baseball, les grandes équipes qui ont beaucoup de pouvoir à l'université, qui souvent créent l'espace fait pour que les autres étudiantes viennent. C'est les équipes qui souvent violent les plus que les autres équipes. Alors c'est là où la discussion est aussi important comment je gère la discussion, c'est important parce que ils ont une expérience différente que les autres. Ouais, on va le laisser là. Merci beaucoup Élise. Alors on est pressé par le temps, malheureusement parce que la faculté ferme et que Élise aussi est en train pour entrer sur Metz. Ah oui. Pour faire un petit bilan, on a vu que effectivement on avait des problématiques parce qu'on a des problèmes de temporalité entre le judiciaire, le fédéral et aussi au niveau de l'État sur l'administratif. Donc il y a 3 moyens de signalement, ça faut le rappeler aussi, c'est important.
Donc pas signaler que sur un seul canal, essayer de signaler sur les 3 pour que ce soit plus efficient, même s'il y a des discussions qui essaient de se faire entre les différentes parties. On fait beaucoup de prévention, même sur le poste, une fois que les actes ont eu lieu en France, et c'est ce que soulignait Serge Henry, et ce que souligne aussi Élise, le but c'est d'aller aussi faire en sorte que cela n'arrive pas. Et on voit que ces interventions, elles agissent un peu sur les deux bords, sur le fait de mettre en lumière des potentielles actions qui ont eu lieu dans les équipes, avec les personnes qui demandent « Ah mais j'ai un pote qui connaît » ou le fameux « what if ». Et bien sûr, le fait de faire de la prévention primaire pour éviter que ça n'arrive pas et d'aller voir ce consentement pour aussi éviter le côté discrimination et prendre le consentement de tout le monde pour éviter tout ce qui est viol, etc. Donc il y a beaucoup de travail encore à faire de notre côté. On peut s'en inspirer, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer, s'appuyer sur les cellules EDI, que ce soit pour le GDOS, que ce soit pour les fédérations, que ce soit le sport universitaire. Je pense qu'il y a une synergie à créer. Donc voilà, j'espère qu'on va en sortir grandi. Je vais laisser la parole au président, mais je remercie déjà la faculté des sciences du sport pour nous avoir accueillis. Et du coup, Élise aussi qui est intervenue. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, je voulais remercier bien évidemment Élise pour son intervention et puis pour toutes vos questions et remarques. Je crois que la grande idée qu'Élise et Serge t'ont mis le doigt dessus, c'est l'appropriation par la team de ces sujets-là. Et je pense que c'est, à mon avis, la grande idée, c'est ce qu'il faut qu'effectivement nous, on arrive à faire. Alors je ne sais pas à quelle échelle, mais c'est sûr qu'à partir du moment où le sujet est pris par l'équipe, celle qui est directement concernée, et non plus par le système qu'on met en place sur les formations et ainsi de suite, tout ça, ça pénètre effectivement les joueurs, les teams et ainsi de suite. C'est ça la grande idée. Et merci Serge d'avoir mis le point là-dessus, et merci à Élise pour cet éclairage, parce que quand on aura ce niveau d'appropriation, nous aussi en France, bon, je pense qu'on aura fait des grands progrès sur la notion du consentement partagé. En tout cas, merci beaucoup, et puis merci à vous. On va laisser Élise repartir, prendre son train. En tout cas, tous nos applaudissements pour Élise. Merci à vous, merci à vous. Encore merci, bonne fin de soirée à vous, et comme disait avec un go safe.